Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exo de colle numéro 21. Et comme je l'avais annoncé la semaine dernière, nous allons attaquer l'irrationalité de pi, montrer que pi est irrationnel. C'est l'enjeu de cet exercice. Donc évidemment, montrer qu'un nombre est irrationnel, c'est loin d'être facile si je vous pose la question comme ça, de but en blanc. Il y a des techniques qui existent quand il s'agit de montrer que racine de 2, racine de 3, des choses comme ça, sont irrationnelles. Mais pour montrer que pi est irrationnel, ou pour montrer que e est irrationnel, ça fait appel à une technique qui est propre au nombre qu'on est en train d'étudier, donc ici notamment pi. Il y a certainement d'autres preuves que celles que je vais énoncer ici. Je vais énoncer ici une preuve à travers un exercice qui nous permet d'étudier, donc va nous amener à étudier un polynôme associé à ce nombre pi, puis ensuite une intégrale un peu particulière associée à ce nombre pi, et puis à la suite de ces études, ça va nous amener une contradiction. C'est comme ça que je compte faire énoncer l'exercice qui va s'en suivre là. Mais il faut vraiment avoir en tête que montrer que quelque chose est irrationnel, c'est loin d'être facile. En général, c'est très loin d'être facile, parce qu'il faut avoir vraiment, si on vous pose une question comme ça, soit la technique elle est assez simple, soit on vous guide. D'accord ? On ne peut pas vous poser cette question comme ça de but en blanc si vous n'avez jamais vu ce genre de raisonnement, ce genre de résolution. Ok ? Donc faut vraiment, voilà, c'est loin d'être facile, l'irrationalité d'un nombre. En général d'ailleurs, montrer qu'un nombre est rationnel, c'est beaucoup plus facile que de montrer qu'un nombre est irrationnel. Donc vraiment, voilà. Donc pour pouvoir répondre à cette question, je vais écrire petit à petit un énoncé d'exercice, poser des questions, et à chaque fois que vous allez poser une question, je vous inviterai à faire une petite pause pour y réfléchir par vous-même, avant que je résolve la chose. Eh bien, pour montrer qu'un nombre est irrationnel, comme tout raisonnement de ce type, on va supposer que le nombre est rationnel par l'absurde. Donc supposons que pi est rationnel. D'accord ? Donc par l'absurde. Et on va être amené à étudier, donc je vais vous amener à un polynôme, puis ensuite une intégrale, une suite d'intégrales. Et nous allons voir qu'à l'étude de ce polynôme et de cette intégrale, ça va nous donner une contradiction. Donc, pi est un rationnel, ça veut dire que pi, je peux l'écrire comme p sur q. Je peux supposer que p et q sont premiers entre eux, donc le PGCD des deux entiers en jeu est égal à 1, et je peux aussi supposer, je vais peut-être mettre dans la parenthèse, je peux aussi supposer que p et q sont des entiers naturels non nuls, puisqu'on sait que pi est positif. Je pense que ça, on peut se permettre de le supposer, ou de le dire en tout cas, parce que bon, pi c'est juste une distance. On peut le comprendre comme étant la distance, la longueur de périmètre de cercle, quoi. En gros, on peut le comprendre comme ça. Donc la longueur de périmètre de cercle de diamètre 1. On peut le comprendre comme ça. Donc si c'est une longueur, c'est nécessairement positif strict. Donc voilà. Donc du coup on a pi qui s'écrirait comme ça. Et puis on va poser la chose suivante. Donc soit pour n un entier naturel non nul, le polynôme suivant, 1 sur n factoriel, 1 sur n factoriel, oui, fois x puissance n et p moins qx puissance n. On va regarder ce polynôme-là. Et donc voilà la première question, que je vais mettre peut-être en petit a. La première question est de montrer que Pn dérivé k fois est évalué en 0, ainsi que Pn dérivé k fois évalué en p sur q, donc pi, ces deux choses-là sont des entiers relatifs. Ok, n'hésitez pas à faire une petite pause sur la vidéo avant que je donne la résolution. J'espère que vous y avez réfléchi un peu. Je vais maintenant lancer la résolution en répondant à la question A. Ok. Alors, pour répondre notamment
à cette première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le coefficient que nous trouvons pour chacune des puissances de x. Ok? Qu'est-ce que je vais faire exactement? Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à utiliser un certain théorème, notamment le théorème de Taylor, donc, qui me permet d'écrire le polynôme en fonction de ses dérivées km en 0. Et on va voir que justement ces dérivées km en 0 ont un très gros lien avec les coefficients qu'il y a devant les puissances de x. C'est ce que je vais faire à présent. Donc d'abord, je vais déterminer les coefficients qu'il y a devant chaque puissance de x. Donc, pour cela, il faut développer. Pour développer, formule de Taylor, donc, somme pour i allant de 0 à n de, on va avoir i parmi n, p puissance n moins i, donc p puissance n moins i, ensuite on a moins q puissance i, x puissance i. Voilà, donc là j'ai développé mon binôme de Newton pour a égale p, b égale moins qx. Très bien. Puis je continue mon petit développement pour rassembler les termes. J'ai somme pour i allant de 0 à n de 1 sur n factoriel, i parmi n, p puissance n moins i, moins q puissance i, x puissance n plus i. Ok? Et ce polynôme, je peux le réécrire sous une certaine forme. Donc là, notamment, j'aimerais bien avoir juste une certaine puissance ici. Donc là, je vais me permettre de faire un changement de variable qui va être k égale n plus i. Je fais ce changement de variable. Et en faisant ce changement de variable, je me retrouve avec une somme pour k qui va commencer à n et finir à 2n, de 1 sur n factoriel. Bon, alors en disant ça, ça veut dire que i est égal à k moins n. Donc je remplace k moins n. Ensuite, j'ai p puissance, donc k moins n, du coup ça me fait 2n moins k. Et j'ai moins q puissance k moins n, x puissance k. Voilà, je me retrouve avec cette somme. Très bien. Et puis, je peux maintenant dire exactement ce qui se passe pour chacun des coefficients. Donc, ce que j'ai, c'est que si je dis que Pn s'écrit somme des AK xk, k allant de 0 à 2n, puisque c'est un polynôme de degré 2n, alors, eh bien, je vais avoir que AK est égal à soit 0 si k est compris entre 0 et n non pris, et sinon c'est égal à tout ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire 1 sur n factoriel, k moins n parmi n, p puissance 2n moins k, moins q puissance k moins n, si k appartient à n 2n. Ok. Bon, et donc le lien qu'il y a entre ce que je suis en train de faire et Taylor, et les dérivées km en 0, c'est donc la chose suivante, formule de Taylor. Donc la formule de Taylor nous dit en particulier que Pn, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à 2n, de P dérivé km en 0, Pn dérivé km en 0 sur k factoriel fois x puissance k. Du coup, ça nous dit quoi? Ça nous dit en fait que Pn dérivé km calculé en 0, c'est donc égal à k factoriel fois ak. Ok? Et donc, si k est compris entre 0 et n, ce truc-là vaut 0. N non pris. Et donc c'est bien un entier dans n. Donc ce truc-là est bien un entier relatif. Et puis si k est compris entre n et 2n, on va avoir k factoriel sur n factoriel fois k moins n parmi n, p puissance 2n moins k, moins 1 puissance k moins n. Et ça aussi, c'est un entier relatif. Pourquoi? Parce que k factoriel, k est plus grand que n.
Donc k factoriel divisé par n factoriel, ça donne un entier. Hein. Ce truc-là, c'est un entier. Donc là, on a un entier fois coefficient binomial, c'est un entier. Puissance d'un entier, c'est un entier. Et c'est une puissance positive, puisque là, je suis compris entre n et 2n. Et puis là aussi, k est compris entre n et 2n, donc la puissance de l'entier ici est aussi un entier positif. Donc là, c'est un produit d'entier, au final, et ça, c'est donc bien un entier. Ok. Bon, et puis pour en déduire le deuxième, il suffit de jouer sur une symétrie que vérifie notre polynôme ici. J'efface un peu juste pour pouvoir faire cette symétrie. En effet, donc, la symétrie justement que vérifie ce polynôme, c'est la chose suivante. Si je fais Pn de cette chose-là, donc si je fais ce calcul-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais remplacer, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Donc ce que j'obtiens, c'est... donc je vais avoir 1 sur n fois p sur q moins x, le tout puissance n. Et puis ensuite, ici, je vais avoir p moins q fois p sur q moins x, le tout puissance n. Ok, là pour l'instant, je suis juste en train de remplacer, comme ça on voit bien ce qui se passe. Donc j'obtiens 1 sur n factoriel, j'ai oublié le factoriel, p sur q moins x, puissance n. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, regardez bien, j'ai q fois q là qui se simplifie, enfin q divisé par q ça se simplifie, j'ai p moins p qui va se simplifier, moins fois moins ça fera plus. Et si je multiplie avec le q ensemble, je vais obtenir q fois x puissance n. Ok? Et puis, bah, si je fais rentrer le q puissance n dans cette parenthèse, bah, je me retrouve avec 1 sur n factoriel, p moins qx puissance n, x puissance n. C'est-à-dire que je me retrouve avec pn de x. Ok? Donc vous voyez, en effet, on a cette symétrie. Donc symétrie un peu comme une parité, hein, si on veut, c'est juste que c'est pas en zéro, donc il faut faire un petit peu attention, mais c'est une symétrie en tout cas axiale de notre polynôme. Et cette symétrie va nous permettre de dire tout de suite ce qui se passe si je dérive k fois. Hein. Donc si je dérive k fois, donc Pn dérivé k fois en x, eh bien si je dérive k fois cette chose, je dérive, donc là j'ai la dérivée d'une composition. Dérivée de u rond v, c'est égal à dérivée de v fois dérivée de u calculée en v. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, notamment la dérivée de ce qu'il y a ici, c'est juste faire intervenir un moins. Donc si je dérive k fois, je vais obtenir un moins 1 puissance k. D'accord? Un moins 1 puissance k parce que je dérive v un certain nombre de fois. Hein, d'accord? Donc, enfin, quand je dis je dérive v un certain nombre de fois, c'est qu'à chaque fois, quand je dérive, je vais avoir... C'est une récurrence pas difficile à montrer, hein. Si vous n'êtes pas tout à fait convaincu par ce que je suis en train de dire, c'est une récurrence pas difficile à montrer. Si vous dérivez une fois par exemple, là vous allez faire la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez un moins, puis après Pn dérivé une fois, calculant ce truc-là. Vous obtenez pour k égale 1 la bonne égalité, puis après si vous voulez, faites-le par récurrence, c'est pas très dur. Vous avez donc ce résultat-là, et puis on va remplacer x par 0. Et qu'est-ce que vous obtenez? Ben, vous en obtenez, alors en modifiant un tout petit peu, parce que ce qui nous intéresse, c'est Pn dérivé k fois calculé en p sur q. Ben, si je fais ça, eh bien j'obtiens moins 1 puissance k Pn dérivé k fois en 0. Et comme lui, on a dit que c'est un entier relatif, alors multiplié par moins 1, ça reste un entier relatif. Voilà pour cette première question. En espérant avoir été assez clair. Ok. Bon, alors maintenant on va passer à la suite et faire intervenir une intégrale. Alors l'intégrale qu'on va faire intervenir, donc considérons In comme étant l'intégrale de 0 à pi
de Pn de t sinus de t dt. Alors il y a deux choses à démontrer sur cette intégrale. Que d'une part, cette intégrale est de limite nulle, et que d'autre part, cette intégrale est positive. D'accord? Donc, montrer que, c'est la question B, montrer que IN tend vers 0 et IN strictement positif. Donc, pareil, n'hésitez pas à faire une petite pause, afin d'essayer de résoudre par vous-même l'exercice avant que je donne la solution. Bon, j'espère que vous avez eu la possibilité d'y réfléchir un peu avant que je résolve. Ok, alors on veut démontrer que ce truc-là tend vers 0. Bon. Alors pour montrer que ce truc-là tend vers 0, ce qu'on peut faire, c'est majorer ce terme-là en valeur absolue entre 0 et pi. Bon, c'est pas très difficile puisqu'en fait on a un polynôme de degré 2 dans notre affaire, hein, d'accord? Donc si je regarde le polynôme, si j'appelle donc soit Q, le polynôme, si je remplace n par 1 en fait, hein, donc si je prends P1, qui va être égal à donc, x fois P moins QX, ok? Bon, ça c'est un polynôme de degré 2. Donc le maximum, on peut le trouver tout simplement en faisant la moyenne des racines. Donc son maximum sur 0 pi, je rappelle que pi c'est p sur q, donc c'est les deux racines du polynôme, est atteint en P sur 2Q. Hein. Donc c'est la moyenne des deux racines. Si vous n'êtes pas convaincu, normalement je devrais faire moins B sur 2A. Là, le calcul que je devrais faire, c'est ça. Hein, pour rappel, moins B sur 2A, donc moins B sur 2A, ça revient essentiellement à ça. Ok? Bon, très bien. Et puis, Pn est toujours positif. Hein. P1, Q étant toujours positif, mettre à n'importe quelle puissance est toujours positif, il n'y a aucun problème. Donc, alors, on va dire... Je vais répondre à plein de choses en même temps. Je suppose que je vais répondre aux deux questions en même temps, là. Donc, 2 plus Q de T est toujours positif, nul, pour tout T dans 0 pi. Ok? Donc, alors j'ajoute en même temps que sinus de T aussi est positif dans cet intervalle, 0 pi sur 2. Donc ça me permet de dire que Pn de T sinus de T est toujours positif sur 0 pi. Et donc, j'ai que IN est positif ou nul pour l'instant, puisque j'intègre... Alors, cette conclusion, ça vient du fait que Pn, hein, je l'écris quand même, Pn, c'est lié à Q, hein, c'est 1 sur n factoriel fois Q puissance n. Hein, si vous mettez à la puissance n ce truc-là, hein, d'accord? Bon. Donc si vous mettez un nombre positif à la puissance n, ça reste un nombre positif, il n'y a aucun problème. Donc d'un côté, vous avez ça, et de l'autre côté, vous pouvez écrire, puisque Q est inférieur à lui, mettre à la puissance n. Alors mettre à la puissance n, ce qui va se passer, c'est que... juste que je dise pas de bêtises. Ouais, j'ai peut-être quand même besoin du fait que pi soit plus grand que 3. Enfin, plus grand que 2, notamment, mais plus grand que 3.
Parce que, bon, bah ça c'est... Ouais, bon, je vais dire ça. Ça, c'est plus grand que 1. Voilà, je me permets de dire ça, comme ça, au moins, on est bon. Et donc, du coup, si je fais les puissances de n successives, je suis en train de demander si j'ai vraiment besoin de ça. Non, je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas besoin de ça. Non, juste la puissance n, elle est croissante, donc j'ai pas de problème. En fait, j'ai pas de problème. Ok. Donc, du coup, je me retrouve avec l'intégrale de 0 à pi de... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer par le max de q hein, dans Pn, et je vais avoir 1 sur n factoriel, p sur 2q puissance n, fois 1, qui est le maximum du sinus dt. Ok, donc je me retrouve avec cette chose-là. Alors oui, j'étais en train de réfléchir si j'avais besoin du fait que c'est plus grand que 1, mais en fait non, j'ai pas besoin parce que je sais que c'est positif cette fraction, et la fonction qui à x associe x puissance n est une fonction croissante. Donc si j'ai une inégalité entre deux choses et que je mets ensuite à la puissance n, cette inégalité reste dans le même sens. Donc finalement j'ai pas de problème avec ça. Donc j'ai cette inégalité-là je la calcule un tout petit peu. Je me retrouve à faire juste la longueur de l'intervalle, donc qui est donc P sur Q en fait. Je me retrouve avec, si on veut le réécrire un petit peu autrement, je me retrouve avec P puissance n plus 1 sur n factoriel 2 puissance n Q puissance n plus 1. Je me retrouve avec ça. Ok. Or, ben ça c'est négligeable par rapport à n factoriel. N'importe quel nombre mis à la puissance n par rapport à n factoriel, c'est le n factoriel qui l'emporte. C'est théorème de comparaison si vous voulez. Moi ça me convient. Alors, je vais juste le réécrire pour éviter n plus 1. Donc n factoriel 2 puissance n q puissance n plus 1. Ben ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc car, pour tout cas positif disons, k puissance n est un petit o de n factoriel. Donc qu'est-ce que je veux dire par petit o? Ça veut dire que si vous faites k puissance n sur n factoriel, ça tend toujours vers 0. D'accord? Donc c'est ce que je veux dire ici. Ok, donc on a ce truc-là qui tend vers 0. Bon ça, si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse le faire par vous-même, le checker par vous-même. C'est pas quelque chose de très difficile de vérifier ça. Donc je vais pas le faire, mais voilà, je pense que c'est assez clair comme ça. Donc ça, je viens de montrer en effet que mon intégrale tend vers 0. Et d'autre part, j'ai montré aussi que mon intégrale est supérieure ou égale à 0. Mais j'aimerais montrer que c'est supérieur strict à 0. Bon, bah, il faut expliquer pourquoi IN ne peut pas être nul. Eh bien, si IN est nul, alors du coup on aurait que IN est une intégrale d'une fonction positive continue. Donc la fonction positive continue, c'est la fonction qui a été associée Pn de t fois sinus de t. D'accord? Et est une intégrale d'une fonction positive continue nulle. Quand on a une intégrale d'une fonction positive continue, et que cette intégrale vaut 0, alors ça veut dire que la fonction vaut 0. Or, je pense que c'est assez clair que cette fonction ne vaut pas 0. Hein, c'est pas la fonction nulle que nous avons sous la main. Donc, contradiction. Et donc ça signifie que IN est strictement positif. Ok, donc voilà pour la question B. Et voilà comment on peut résoudre cette chose. Bon, on avance petit à petit. Maintenant, question suivante. J'affirme qu'on peut montrer que IN est un entier naturel non nul. Donc question C. Montrer
que IN est un entier naturellement nul. Pareil, je vous laisse y réfléchir. C'est lié aux questions qu'on a résolues, hein, d'accord, notamment la question A. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir, je vous dis, c'est lié à la question A. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de répondre à cette question. Ok. Bon. Alors pour répondre à cette question, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des IPP. Donc si je regarde IN, pardon, donc si je regarde IN c'était l'intégrale de 0 à pi Pn de t sinus de t dt. Ce que je vais faire, puisque j'aimerais, comme je vous ai donné l'indication, j'aimerais faire intervenir les dérivées km de p, calculées en 0 et en pi. Hein, je vous rappelle que p sur q c'est pi ici pour nos suppositions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une IPP telle que je dérive Pn et que je fais une primitive donc de sinus. Ok? Bon. Donc, IPP, hein, pour l'IPP, j'ai besoin de faire UV, donc Pn fois, lui, il faut que je fasse une primitive de sinus. Donc une primitive de sinus, je veux... Donc là, il y a des façons, il y a des techniques de le retenir, pour retenir quelle est la dérivée, quelle est la primitive de sinus, cosinus, bon voilà. Moi, ce que je retiens en général, c'est ce qui se passe aux alentours de 0, chacun sa méthode, mais moi je fais comme ça. Quand je suis aux alentours de 0, je vois que sinus va de négatif à positif, et le cosinus, il va en 1 et il monte puis il descend. Donc ça signifie que la dérivée, enfin il faut que la dérivée de sinus soit cosinus si je veux que ça colle niveau signe. Donc la dérivée de sinus c'est cosinus et donc la primitive de sinus c'est moins cosinus. Okay, donc c'est un moyen comme un autre de le retrouver. Je sais qu'il existe aussi le moyen de faire avec le sac trigonométrique et puis de le lire dans un sens ou dans un autre, suivant si on dérive ou fait une primitive. Je vous laisse retrouver par vous-même le sens. Mais hop. Donc normalement, si j'ai pas fait de bêtises, je suis juste en train, je le refais juste dans ma tête pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises. Il faut que moins cos soit décroissant puis croissant. Donc c'est ça. Ouais. Ok, donc j'ai ça, et puis ensuite je fais, donc le moins va se répercuter sur la suite du calcul de l'IPP, j'ai un plus ici, intégrale de 0 à pi, et là maintenant je dérive le polynôme, donc Pn' de t, cos de t, dt. Donc je me retrouve avec ça. Très bien. Et puis, cette chose-là, cosinus de 0 et cosinus de pi, on sait ce que ça vaut. Et donc cosinus de 0 et cosinus de 0 ça vaut 1, cosinus de pi ça vaut moins 1. Et si je fais le calcul, je me retrouve donc avec moins Pn de 0, moins Pn de pi, pardon. Moins Pn de pi, et puis ensuite... Non, moins, ouais, alors, moins, non, oui, attends, moins plus, donc Pn de pi, pardon, Pn de pi, puis ensuite moins, et ensuite il y a le 1, donc Pn de 0. Ok? Et en ayant ça, vous savez, d'après la question A, que ça, c'est un entier relatif et que ça, c'est un entier relatif. Et puis là j'ai dérivé une fois, et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à dériver un certain nombre de fois. Et donc ce qu'on peut démontrer, plus généralement, hein, par récurrence, on montre que l'intégrale de 0 à pi de Pn dérivé k fois en t fois cosinus de t, ou plutôt je devrais dire l'intégrale de 0 à pi de Pn dérivé k fois en t sinus de t, sont tous deux des entiers
relatif. Et par récurrence sur K. Ok? Alors, la récurrence marche exactement de la même manière. Si vous voulez, je la fais très rapidement. Si je fais... donc si je suppose que... donc... alors, attendez 2 secondes. Oui, donc en fait, il faut écrire l'IPP dans l'autre sens, hein, je pense que vous l'aurez compris. Donc, si je suppose que lui est un entier relatif, je suis juste en train de me demander si c'est juste de dire que qu'on a affaire à une récurrence. Mais bon, enfin... Peut-être une récurrence sur n plutôt qu'une récurrence sur k. Mais bon, je sais pas. Ça reste à discuter. Mais sinon, bon, si on n'est pas content de ce côté récurrence, on peut très bien dire, bah alors vas-y, je refais une IPP, je vois ce qui se passe. On peut très bien faire comme ça. Hein, donc, si je refais une IPP, donc là j'ai un élément dans Z, très bien. Bon, je pourrais rester avec ça. Je vais peut-être rester avec ce truc-là. Puis si je refais une IPP, je vais refaire la même chose. Je vais plutôt faire comme ça peut-être, ça sera mieux. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment mieux ou pas, mais en tout cas je vais certainement... Vous allez peut-être plus apprécier la preuve comme ça. Donc si je fais une nouvelle IPP, je vais donc faire à nouveau une primitive de la fonction trigonométrique. Donc la primitive de cosinus, je veux que... donc là je vais avoir sinus, hein, dérivé de sinus c'est cosinus. Ok. Donc je vais avoir ça. Et puis ensuite j'ai moins intégrale de 0 à pi Pn dérivé 2 fois en t sinus de t dt. Voilà. Et puis là, bah, sinus de 0 et sinus de pi, ça vaut tous deux la même chose, ça vaut 0. Donc cette partie en sinus va disparaître. Et je me retrouve avec Pn de t moins cos t moins l'intégrale de 0 à pi Pn dérivé 2 fois en t sinus t. Voilà, donc là vous voyez, j'ai fait 2 étapes, j'en suis arrivé à dériver 2 fois. Et puis par récurrence, là par contre, oui. Enfin, sur k, et en allant jusqu'à k égale 2n, plus 1. Ouais, en allant jusqu'à 2n, disons. Si je vais jusqu'à k égale 2n, ce que je vais obtenir, c'est la chose suivante. Je vais obtenir intégrale de, donc le premier c'est Pn de t moins cos t. Le suivant, ça va être... bon, je vais mettre le moins devant. Donc j'ai ça. Le suivant, je vais avoir... Je vais essayer de l'écrire correctement, quoi. Donc cos t. Ensuite, j'ai plus Pn dérivé 2 fois en t cos t, moins Pn dérivé 4 fois en t cos t, et ainsi de suite jusqu'à plus. Alors on va y avoir une histoire de signes. Pn dérivé 2n, disons 2n moins 2 fois, calculé en t fois cos t. Alors juste une vérification, quelle puissance. Donc si n est pair, donc ça doit être puissance n ici. Je réfléchis. Peut-être plus. Ouais, attendez. Peut-être plus. Oui, parce que là c'est n-1, donc oui, je dois mettre puissance n ici. Parce que sinon je peux mettre n plus 1 ici. Hein, donc là,
juste pour que le moins ça apparaisse par rapport à 0. Donc voilà, oui c'est bien ça. Donc j'ai ça, calculé en 0 et pi. Puis ensuite j'ai un autre moins 1 puissance quelque chose. Peut-être un truc comme ça. Intégrale de 0 à pi de Pn dérivée 2n. Oui, 2n fois sinus de t dt. Hop. Voilà, donc j'obtiens ça. Si je fais une récurrence en dérivant successivement. Et enfin en faisant des IPP successives. Et tout ce qui intervient dans les crochets là, le cosinus il vaut 1 ou moins 1. Donc en fait les cosinus je vais les remplacer par 1 et moins 1. Et tous les Pn de t deviennent Pn dérivé Km en t, deviennent Pn dérivé Km en 0 ou en pi. Et donc ce sont que des entiers dans Z. Pour ce qui est de cette dernière intégrale, il faut refaire une dernière IPP. Et en refaisant une dernière IPP, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez faire intervenir un nouveau terme dans le crochet. Donc je vais effacer un peu là. Hop. Donc ce que vous allez obtenir, c'est donc moins Pn de t cos de t, plus jusqu'au dernier. Donc le nouveau que vous allez ajouter, ça va être moins 1 puissance n plus 1, Pn dérivé 2n cos t. Et puis vous allez avoir donc plus, alors là encore une fois ça va dépendre du signe, donc je ne sais pas, enfin on s'en fout un petit peu de ce signe, mais on va avoir un moins 1 puissance quelque chose, fois l'intégrale de 0 à pi de Pn dérivé 2n plus une fois de t, cosinus de t. On va avoir ça, mais Pn il est de degré 2n. Comme Pn est de degré 2n, dériver 2n plus une fois, ça fait 0. D'accord? Donc si ça vaut 0. Donc cette intégrale vaut 0. Et comme toutes les dérivées Km de P sont des antirelatifs, et que cos t vaut soit 1, soit moins 1 si on remplace t par 0 ou pi, ce qu'on va obtenir, c'est que ce crochet, il est dans Z. Voilà. Si vous n'êtes pas très convaincu par la petite récurrence que je proposais, on pourrait faire comme ça en explicitant vraiment quel est le résultat qu'on peut obtenir pour l'intégrale IN. Et en faisant ça, on montre que IN est un entier relatif. Voilà. Sauf que, pour conclure la réponse C, je vais utiliser le fait que IN est strictement positif. Et je termine donc. Or, IN est strictement positif. Donc ça veut dire que IN est un entier naturel non nul. Voilà. Du coup, en déduire une contradiction, c'est la dernière question. Navré d'avoir passé un peu de temps là sur cette partie d'intégrale, mais je pense, c'est juste une question d'écrire les choses proprement. Là, il faudrait vérifier quelle est la puissance à mettre pour le moins 1, mais bon, sinon le raisonnement marche comme ça, peut marcher comme ça, il n'y a aucun problème. Donc pour en déduire la contradiction, vous avez d'un côté que IN est un entier naturel non nul, donc plus grand strict à 1. Donc, et ce pour tout n. D'accord, parce qu'on a montré ça pour tout n. D'un côté, et de l'autre côté, vous avez que IN tend vers 0. Mais tendre vers 0, d'après la définition juste de limite, ça veut dire que pour tout epsilon, plus grand que 0, il existe un entier n0 appartenant au entier naturel, tel que pour tout n plus grand que ce n0, IN est plus petit, enfin est compris en valeur absolue si on veut, IN est plus petit que epsilon. Voilà. Là j'ai mis strict, mais je peux mettre égal. Donc, et là par contre je peux mettre strict juste pour être plus fort. Et bon pour tout epsilon, je choisis le bon epsilon qui contrarie la machine. Si je prends epsilon égale 1,5 par exemple, ça veut dire que IN est toujours plus petit strict à 1,5.
alors que d'un autre côté, je suis en train de dire que IN est toujours plus grand ou égal à 1. Voilà la contradiction. Et cette contradiction n'interfère pas avec d'autres hypothèses qu'on a pu faire entre-temps. Il n'y a pas eu vraiment d'autres hypothèses, à part la petite hypothèse pour savoir si IN était égal à 0. En dehors de cette hypothèse, il n'y a pas eu d'autres hypothèses que celle qu'on a posée disant que pi était rationnel. Donc c'est celle-là qu'on a bien contredite. Ok ? Donc contradiction, pi est irrationnel. Voilà. Bon, ok, j'espère que ça allait poursuivre la résolution, notamment de cette partie avec l'intégrale. Je vous conseille, si ça a du mal à être clair, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire ou quoi que ce soit. Je pourrais à la rigueur y revenir si besoin, pour le faire plus proprement, mais vraiment l'idée elle est là, quoi. Je pense avoir mis l'essentiel des formules qu'on devrait obtenir et le raisonnement qu'il doit y avoir derrière. Donc il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est juste pour une question de propreté en disant quelle est la bonne puissance à mettre pour le moins 1. Mais sinon, il est là le raisonnement. Il n'y a pas de... Voilà. Bon, si la vidéo vous a plu, etc., comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager. S'il y a des gens qui seraient intéressés pour voir la résolution de certains exercices, dont cet exercice quand même qui est un des classiques de classe prépa, je pense, et même juste un des classiques, dans tout ce qui est les mathématiques en général, je pense que ça fait partie de la culture, on va dire au moins. Si vous avez des commentaires et autres, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo, comme d'habitude. La semaine prochaine, il y aura bien une vidéo d'Exode-Call, donc je ne sais pas encore vraiment sur quoi, mais il y aura une vidéo d'Exode-Call qui sortira un tout petit peu en avance. Au lieu de sortir le samedi, sortira le vendredi. Par contre, je vais prendre une pause ensuite de 2 semaines de vacances. Donc pendant 2 semaines, donc sur la fin juillet, il n'y aura pas de vidéo d'Exode-Call. Voilà, tout simplement pour prendre un break. Il faut toujours quand même faire des pauses, c'est bien aussi. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances. Encore une fois, j'espère que les euros se sont bien passés pour vous en 2e année et tout ça, pour ceux qui sont en 2e année. J'espère également que les vacances se passent bien aussi pour les premières années, voire même pour vous tout simplement. Si vous ne faites pas partie des lots de prépa, c'est pas un problème. J'espère également que vous vous portez bien. Et puis sur ce, bon week-end et à très bientôt. Salut!